Monsieur François Zekouye, bonsoir. Bonsoir Simplice. Et bienvenue dans la grande famille des Nouvelles Donnes. Nous avons le plaisir pour la toute première fois de vous recevoir alors qu'on vous attendait depuis bien fort longtemps. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Je rappelle, comme je le disais en préambule, que vous êtes député national élu justement des Rutshuru, lié des théâtres des opérations militaires. Vous venez fraîchement d'arriver de là, ici à Kinshasa. Alors comme disaient les Romains, les Latins, j'ai traduit en français, je suis venu, j'ai vécu, j'ai vu votre témoignage, monsieur le député national élu justement de Rutshuru. François Zekouye. Oui, c'était un grand plaisir. Vous voyez les sourires que j'arbore dès le début de cette émission, parce que nous avons fait 2 ans pratiquement de deuil. 2 ans de deuil parce que depuis notre élection en novembre 2011, nous n'avons plus remis les pieds dans notre fief électoral. Parce que tout simplement, au mois de mai, à peine investi au Parlement, le M23 a déclenché ce qu'on a appelé à son temps une mutinerie, qui s'est transformée en une rébellion et qui nous a empêché finalement de mettre les pieds à Rutshuru, tout simplement parce que notre fief électoral, parce que nous étions farouchement opposés à cette énième rébellion. Vous l'avez suivi sous d'autres médias. Nous l'avons combattu par tous les moyens que nous avions, non pas par haine vis-à-vis des auteurs de cette énième rébellion, mais parce que nous avons compris que ces rébellions multiples, avec multiples intégrations, étaient en train de miner notre armée et ne permettaient pas à ce que nous puissions garder la souveraineté de notre pays intacte plutôt, et que finalement, il ne fallait plus récompenser les porteurs des armes parce que nous sommes en démocratie et que la meilleure manière d'exprimer ces problèmes, parce que les problèmes ne manquent pas dans un pays, c'est la voie démocratique en se faisant élire à différents niveaux, local, provincial, national et pourquoi pas à la magistrature suprême. Et donc nous estimions que ces genres d'aventures étaient devenus illogiques dans une démocratie et qu'il fallait les combattre à tout prix. Par conséquent, nous n'étions pas les bienvenus à Rutshuru. Encore que supposer que j'ai été bienvenu à Rutshuru pendant que les M23 y étaient, il est clair que j'allais être complice du M23. Donc, nous ne pouvions pas mettre notre pied à Rutshuru. Et c'était une grande joie pour nous quand, excusez, dimanche finalement, dimanche 3 novembre, nous avons pris notre avion pour Goma et nos véhicules nous attendaient au pied de l'avion pour nous amener directement à Rutshuru. Et quelle n'a pas été la joie de la population dès Kibumba, où nous sommes arrêtés, qui est en territoire de Nyiragongo, parce que nous sommes connus au niveau national, toutes les populations de la RDC nous connaissent, et nous sommes arrêtés à Kibumba pour savourer l'air frais et acheter un peu de pommes de terre et de viande de bœuf, parce que nous étions un peu affamés. Et nous devions donc nous nourrir avec les produits locaux faits par nos populations avant de continuer notre voyage. C'était une grande joie et une surprise pour la plupart d'entre eux qui ne s'imaginaient pas qu'un député pouvait venir s'aventurer dans ce terrain qui était encore dangereux à ce moment-là. Et de là, nous avons pénétré dans le groupement de Rugari, qui est un groupement qui m'est très proche, parce que mon village Bouchenge est à la frontière entre les groupements de Rugari et de Gisigari, et mon père a étudié à Rugari, et donc je suis quelqu'un qui est considéré en même temps comme originaire de Rugari et des groupements de Gisigari. Donc j'étais chez moi et je me suis arrêté, et dans ma gibecière j'avais amené quelques matelas pour les hôpitaux. On va y revenir dans les instants qui suivent. Je me suis dit vous interrompre un instant. Comment, quand vous êtes arrivé pour la toute première fois depuis 2 ans, coupé de vos électeurs, vous avez vécu cette rencontre après que le FARDC
et libérer le point. C'était une rencontre extrêmement joyeuse et j'ai été surpris avec la spontanéité de la population qui, quand elle m'a vu, les gens quittaient leurs cases au moindre bruit des personnes qui citaient mon nom pour dire l'honorable Nzekouye vient, certains dans la langue locale, d'autres en swahili, et les gens se disaient vous êtes en train de raconter des histoires. Et donc la population a surgi de partout. Et donc mon premier escale à Rugari, vous verrez des images, je me suis retrouvé en moins de 10 minutes avec plus de 3000 personnes. Des retrouvailles. Des retrouvailles, des embrassades avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, parce que je considère que toutes les populations de Rutshuru et toutes les populations congolaises du reste sont mes frères. Et donc c'était vraiment des embrassades chaleureuses avec ces vieilles dames que vous allez voir dans les images, qui certains pleuraient de joie en retrouvant ces fils qu'ils ont envoyés à Kinshasa pour les représenter. Et donc c'était une ambiance bon enfant, très heureuse et en même temps très solennelle. Est-ce que ceux qui étaient, que vous avez rencontrés sur place étaient moins nombreux ou plus nombreux par rapport à ceux qui s'étaient retranchés de leurs lieux de résidence, craignant les hostilités militaires? Non, ils étaient bien plus nombreux. En fait, avec la récurrence des différentes rébellions que nous avons connues dans l'Est de la République démocratique du Congo, les populations étaient lasses de se déplacer, fatiguées de devoir courir dans tous les sens. Ils se disaient, advienne que pourra. La plupart d'entre eux ont bravé les M23 en se disant, nous sommes avec vous, faites de nous ce que vous voudrez, mais nous ne nous soumettrons jamais. Et ces populations-là ont décidé de continuer à faire les travaux champêtres, quitte à ce que par moment, les éléments du M23 veulent leur demander des rançons, des paniers, des haricots, des régimes, des pommes, des bananes ou des paniers de pommes de terre, qu'ils étaient obligés, malgré eux, de donner, mais ils se sont dit, nous n'allons pas quitter nos terres. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui étaient nommément visées, qui ont été des leaders dans des partis politiques connus de la majorité et qui ne pouvaient pas risquer leur vie parce qu'ils étaient recherchés. Et donc ceux-là, effectivement, se sont réfugiés dans des camps déplacés à Goma et d'autres qui étaient vraiment à proximité des bases militaires du M23 ne pouvaient pas accepter de rester dans ces conditions. Mais la grande majorité de la population de Rutshuru est restée à Rutshuru. Et on les a vus nombreux, les mêmes personnes que nous avons connues pendant des années, qui étaient bien là, en disant nous sommes heureux de libérer, qui chantaient le nom de Kabila comme libérateur, qui ont dit nous avons douté de Kabila pendant des années en croyant qu'il était un valet du Rwanda, mais il vient de nous démontrer que c'est le président d'un grand pays, c'est un homme qui aime l'intégrité de son territoire et nous, population du Nord Kivu, nous sommes unis avec toute la population de la République démocratique du Congo, nous n'accepterons jamais d'être les vassaux d'un pays étranger, quel qu'il soit. Monsieur François Nzekouye, comment les populations que vous avez rencontrées depuis 2 ans à Rutshuru ont vécu cet événement? Est-ce qu'ils s'y attendaient, s'étant un petit peu résignés à vivre les martyrs que leur imposaient les M23? Est-ce que cette libération aura été une surprise agréable finalement pour eux? La population de Rutshuru ne s'est jamais soumise. Vous vous rappelez la dernière incursion des éléments du FARDC à Kiwanja, où la population a déposé des pagnes pour la marche de nos militaires pendant que les éléments du M23 étaient à peine à 10 km et qu'ils occupaient presque l'entièreté du territoire. Et donc, chaque fois que les éléments du M23 organisaient des meetings pour pouvoir demander à la population de les soutenir, les populations disaient haut et fort que nous ne sommes pas avec vous, nous sommes avec Kabila, nous n'accepterons pas votre domination. Et donc, la population a bravé les hommes en armes, mais bien évidemment n'avait pas des armes pour se libérer. Et la population attendait à tout moment qu'elle soit libérée par les forces armées de la République. Et chaque fois que les éléments des forces armées de la République ont reculé, c'était des récriminations, des plaintes terribles de la population qui voulait effectivement que l'armée de la République, que l'autorité de l'État soit établie
un peu partout dans la République, et particulièrement à Rutshuru et Nyiragongo. Et donc, quand les FARDC a finalement remporté tous ces combats, c'était une grande joie, mais une surprise effectivement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cela se fasse de sitôt. Et c'est là que nous devons remercier la discrétion du chef de l'État, qui a travaillé dans le silence et a agi au moment où les gens l'attendaient le moins. Et l'effet de surprise, vous savez, a toujours été une très bonne chose en stratégie tant militaire qu'en politique. Et donc, la population de Rutshuru, elle est très reconnaissante vis-à-vis du chef de l'État pour cette décision de finir enfin avec ces éléments du M23. Et je dois rappeler à l'opinion que les chefs de l'État et notre armée n'ont pas mis longtemps pour rien pour réagir face à cette situation. Le chef de l'État a toujours considéré qu'il est père de la nation congolaise, ce qui est vrai, et qu'il est père pour ceux qui l'ont soutenu pour être élu, et il est père pour ceux qui l'ont combattu pour être élu. Il est père de ceux qui sont soumis à la République et ceux qui se révoltent dans la République, et avait estimé que le sang des Congolais ne doit pas couler, ne doit pas encore couler ou ne doit plus couler, parce que le sang des Congolais a trop coulé. Depuis 1994, le sang des Congolais a trop coulé. Et donc, il se disait, une solution militaire est une solution qui amène la mort de nos éléments de FARDC, dont je salue la bravoure, parce que beaucoup sont tombés sur les fronts, et nous saluons leur mémoire, et nous estimons qu'ils vont être honorés dignement. Mais une solution militaire, c'est le sang aussi des éléments du M23, qui sont des fils de ces pays, même si ce sont des fils égarés, comme l'enfant prodigue qui avait demandé à son père de lui donner sa part d'héritage, et qui, quelques temps après, s'est retrouvé en train de manger avec les cochons, et s'est dit, je me rappelle que chez mon père, même les ouvriers mangent mieux que moi, et qui a repris les chemins du retour et a demandé pardon à son père, et il a été reconsidéré. On lui a acheté des habits neufs, on a organisé une fête. Les chefs de l'État attendaient ça, les éléments du M23, qu'ils se rendent compte qu'ils ont choisi un mauvais schéma. Et à Kampala, le discours du gouvernement a été celui-là: déposez les armes. Vous êtes des fils du Congo, on va vous réintégrer, chacun individuellement dans l'armée s'il mérite d'être militaire, on va vous réintégrer politiquement si vous estimez que vous avez des ambitions politiques et être élu par la population, on va vous réintégrer socialement si vous pouvez être utile pour le développement du pays, parce que le pays a besoin de tous les bras. Mais les éléments du M23 n'ont pas entendu cette bonne foi d'un père très aimant, et le père a estimé que trop c'était trop. Monsieur François Sekouye, pouvez nous faire un petit topo de ce qui est pour une meilleure compréhension des Congolais et des étrangers qui vous regardent en ce moment, qui ne se représentent pas exactement ce que ça veut dire. Ils ont entendu parler des Rutshuru et les restes des localités. Ça représente quoi exactement, géographiquement, du point de vue de l'administration territoriale? Rutshuru, c'est un territoire qui est au nord de la ville de Goma, et qui a à son nord à lui le territoire de Lubero, à l'ouest les territoires de Walikale et de Masisi, et à l'est il est bordé par les territoires où la République ougandaise et la République du Rwanda, et au sud les territoires de Kibumba et la ville de Goma. C'est un territoire extrêmement beau, qui a plein de collines, avec des paysages verdoyants, où la population est essentiellement agricultrice et éleveur. Et je ne vous démentirai pas, hein, oui, y avoir été plusieurs fois. Voilà, et où on y mange bien, les refrais, et c'est donc un territoire de personnes qui sont des grands travailleurs. Ce sont des personnes qui tout le temps ont dit: nous n'avons besoin que de la paix. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois la paix retrouvée, ces greniers de la République, lui, les territoires de Rutshuru, avec les territoires de Nyiragongo et de Masisi, peuvent nourrir presque tous les territoires congolais. C'est un grenier? C'est un grenier de la République, et vous savez qu'au-delà de ces richesses en sol, c'est un territoire qui est riche en sous-sol. Il y a aussi du coltan dans le territoire de Rutshuru. Il y a les pyrochlores
et il y a d'autres métaux non encore découverts. C'est aussi un territoire qui a des grands gisements pétroliers. Aujourd'hui, la société pétrolière Soko est en exploration aujourd'hui dans les territoires de Rutshuru, essentiellement dans les lacs Albert. Et donc, c'est vous dire la valeur de ces territoires. Et le parc de Virunga, qui est un des plus grands parcs mondiaux, pas africains simplement, où il y a des espèces rares, il se retrouve essentiellement dans le territoire de Rutshuru. Et donc, c'est pour une population évaluée à combien la population de Rutshuru peut être évaluée à 1 500 000 personnes. C'est un énorme territoire parce que déjà, si on regarde les estimations de l'enrôlement pour les élections de 2011, il y avait à peu près 500 000 électeurs. Quand vous considérez que plus de la moitié d'une population est les jeunes, donc vous voyez ce que cela veut dire. Et un enrôlement, c'est un acte libre. Il y a des gens qui ne se sont même pas fait enrôler. Donc c'est vraiment un grand territoire qui, pour vous l'illustrer, a 8 députés. Ce qui n'ont pas beaucoup de territoires dans ces pays. Donc c'est un territoire qui mérite beaucoup de considération. Mais de par sa position géographique, effectivement, qui est adossée sur l'Ouganda et le Rwanda, fait de ces territoires un territoire le plus chéri par les personnes qui nous créent des problèmes. Parce que vous voulez dire, et tout l'enjeu de cette guerre dont on dit qu'elle est plus économique que le reste. Il y a cela, mais il y a aussi cette position géographique qui les met à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Et donc, ça donne à toute personne qui est soutenue par l'Ouganda et le Rwanda pour agresser le Congo la possibilité d'avoir un repli sur l'Ouganda ou le Rwanda. Parce que vous vous rappelez que la guerre a commencé à Massissi. Mais vite, les éléments du M23 ont traversé pour être à la frontière. Et Massissi n'a pas de frontière avec le Rwanda ni avec l'Ouganda. Et c'est cela, en fait, la raison fondamentale qui est la cause des malheurs des populations de Rutshuru. Cette possibilité des personnes qui agressent le Congo d'avoir, quand ils sont mis à bout, d'aller vers le Rwanda. Ce qui est arrivé du reste hier mardi. Moi, je venais de quitter Rutshuru. Tout l'après-midi et lundi, il y a eu des obus qui ont été lancés sur Runyoni et Tchanzu à partir de Rutshuru où nous étions. L'appel à la cessation absolument des hostilités décrétées par l'M23 lui-même. Non, l'M23 n'avait pas à décréter une cessation des hostilités parce que c'est eux qui avaient agressé. L'M23 n'avait qu'un seul choix, c'est de poser les armes et disparaître en tant que mouvement rebelle. Je crois que le porte-parole du gouvernement l'a dit dans sa dernière intervention. On va y revenir. Pour ne pas perdre les fils conducteurs, les fils de nos idées, monsieur François, comment vous résumez, comment ils ont résumé le martyre qu'ils ont vécu pendant les 20 mois sous l'occupation du M23, parce qu'on parlait des viols des filles et des femmes, des enlèvements, des assassinats, des tueries de tout genre comme ça. Comment ils vous ont raconté tout ça? La population m'a dit qu'ils vivaient avec la peur au ventre. Et chaque matin, ils se disaient, est-ce que nous allons arriver le soir? Et quand ils se mettaient dans leur maison, ils se disaient, est-ce que nous allons nous réveiller? Parce que chaque soir, je dis bien chaque soir, les éléments du M23 entraient, forçaient une fenêtre avec une arme au poing. Ils disent à la femme, prends tout ce que tu as, mais nous mettons le fusil sur la tête de ton mari. Et donc vous comprenez qu'une femme qui voit son mari en danger de mort ne pouvait que tout donner. Et par moment, si l'élément du M23 était un peu ivre, après avoir ramassé tout ce qu'il avait, il violait la femme devant son mari et comme les meilleurs cadeaux qu'il puisse lui donner, il logeait une balle dans la tête de l'homme et peut-être de la femme. Donc vous imaginez de telles atrocités, ce sont des choses qui sont inoubliables pour une population. Ce sont des choses pour lesquelles on a du mal à pardonner. Je suis arrivé avec le message du pardon. J'ai dit à la population de Rutshuru, quand nous prions, nous chrétiens, la prière de notre Père, nous disons pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, c'était une parole difficile à avaler. Difficile à avaler d'autant plus que les cruautés étaient énormes. Et on les lisait dans les yeux des gens qui étaient tristes et qui me posaient la question avec leur regard en me disant, honorable, c'est vrai, la guerre vient de se terminer. Mais nous allons vivre encore pendant combien de temps en paix avant qu'une nouvelle guerre n'éclate?
Voilà la préoccupation de la population. Ils ont encore la peur du lendemain. La population de Rutshuru a encore la peur du lendemain. Et là, d'autant plus la peur du lendemain que, comme je vous ai dit, quand l'AFDL est entré, on a accepté la libération parce que nous étions sous un pouvoir dictatorial de Mobutu. Toute la population congolaise l'a voulu, y compris la population du Nord Kivu. Mais il a suffi de 2 ans que le RCD naquit. Et nous sommes allés aux élections en 2006 avec l'espoir qu'une fois l'accord de Sun City ait été établi, une fois nous avons eu un gouvernement de 1+4 et que nous tous nous étions d'accord qu'on aille aux élections, que nous étions dans la paix. Mais à peine les élections de 2006 terminées, le CNDP est né. Et donc, on a vécu encore dans la brimade jusqu'à ce que l'accord du 23 mars ait été signé en 2009 pour qu'une paix relativement précaire naisse. Et c'était une paix de 2 ans. Et en 2012, début 2012, mai 2012, une nouvelle guerre a commencé. Et donc, cette récurrence des mouvements rebelles a mis la population du Nord Kivu dans le doute, dans le traumatisme, en se disant, c'est vrai, nous allons avoir la paix aujourd'hui, nous savourons l'immédiat, mais nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Alors, et donc, partant, est-ce que votre message tiré de la Bible, de la parole de Dieu, aura été écouté? Est-ce que vous craignez qu'il y ait des représailles? Oui, absolument, parce que vous savez que quand il y a ce genre de choses, il est clair que les gens ont tendance à se faire justice. Et nous leur avons dit que la justice humaine et la justice divine existent. Les personnes qui sont recherchées pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité vont être jugées, mais vont être jugées en bénéficiant d'une défense équitable. Ce ne sera pas de torture, on ne ramassera pas des gens pour les couper les jambes, ni pour leur loger une balle dans la tête. Ils seront jugés de façon équitable et ils pigeront leur peine proportionnellement au mal qu'ils auront commis, mais dans la justice. Mais que la population ne doit pas se dire « j'ai vu tel m'avait volé une poule, moi je dois lui couper une jambe avec mon machette ». Ça, c'est un message que nous avons déconseillé à la population de Rutshuru. Nous leur avons du reste rassuré que la montée en force de notre armée est telle que les pays voisins vont commencer à nous craindre. Au-delà de cette crainte, nous leur avons dit que l'accord cadre d'Addis Abeba prévoit qu'il y ait un dialogue inclusif avec les pays voisins pour que nous mettions sur la table les préoccupations, qu'ils nous disent l'Ouganda quel est votre problème, le Rwanda quel est votre problème, le Burundi quel est votre problème, que nous les mettions sur la table et que devant les Nations Unies, l'Union africaine, nous disions de quelle manière nous pouvons vivre dans la paix et dans le développement. Du reste, la Banque mondiale a fait un premier pas en disponibilisant un panier de 1 milliard de dollars pour les projets intégrateurs, pour que la faiblesse, la précarité, la pauvreté des pays voisins comme le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi puissent être soulagés et que la convoitise de nos voisins diminue. Et nous espérons que cela va les aider à se développer et éviter de nous envier inutilement. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore que nous parions à toute éventualité. Si eux ne comprennent pas ce langage de la paix, nous devons être prêts à utiliser le langage de la force. C'est ce que Joseph Kabila a dit au M23, c'est ce que Joseph Kabila veut dire aux pays voisins. Aujourd'hui, nous sommes à mesure d'affronter quiconque nous affronte. Monsieur François Sécouye, est-ce que les populations martyres, on va dire, des Rutshuru, vous ont donné le sentiment ou l'impression que cette fois, c'en est fini, une bonne fois pour toutes? Oui, c'est le vœu de la population. La population de Rutshuru, du Nord Kivu en général, ne veut que la paix. Et elle veut réellement une paix durable. Parce que vous parlez de la montée en puissance des FARDC. Absolument. Et la population a confiance aux forces armées de la République. Nos forces armées de la République sont devenues disciplinées. Vous n'avez pas entendu depuis que les FARDC ont repris Rutshuru qu'un militaire a violé une femme, ou qu'un militaire a pris la vache de quelqu'un, ni la chèvre de quelqu'un. Nous avons une armée disciplinée, une armée modernisée. Je ne peux pas vous parler des engins militaires que j'ai vus avec leur puissance de feu. Parce que lundi, quand on lançait des obus sur Unioni et Tchanzu, j'étais présent à Rutshuru.
J'ai aperçu ces obus qui passaient comme des éclairs dans le ciel et dont les détonations nous faisaient parfois coucher sur les sols parce que c'était tellement puissant. Et en même temps, nous crions de joie pour voir qu'aujourd'hui, notre pays dispose d'un armement qui dissuade les voisins, qui dissuade toute personne, comme Kabila l'a dit à son discours sur l'état de la nation en 2012, que toute personne qui voudra agresser le Congo va mordre de la poussière. Monsieur François Zéboué, est-ce que cette série de victoires de FARDC sur les M23, on le doit également à la collaboration de la population? Absolument, la population locale... Est-ce qu'elle a collaboré franchement? Absolument, la population locale a donné des renseignements. La population locale a dit au FARDC où se trouvaient les éléments des M23. La population locale a donné à manger aux éléments du M23 pour les encourager à être forts, à continuer à se battre. Mais nous n'oublions pas non plus la collaboration des autres Africains. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appuyés par des Tanzaniens, par des Sud-Africains et dans une moindre mesure par des Malawites. Nous disons bravo à l'unité de l'Afrique. Nous disons bravo à la solidarité africaine. Et j'ai été très ému quand j'ai entendu Jacob Zuma la semaine dernière à l'Assemblée nationale dire que les malheurs des Congolais, c'est les malheurs des Sud-Africains. Que la prospérité des Congolais, c'est la prospérité des Sud-Africains. J'aime bien entendre cela. Je voudrais bien l'entendre de tous les présidents africains. Que nous soyons un continent uni où nous n'acceptons pas la violence. Où un pays est agressé, c'est toute l'Afrique qui s'élève comme un seul homme pour les défendre. Parce que nous devons penser à l'Afrique de développement aujourd'hui et non pas à l'Afrique des guerres. Et donc la population du Nord Kivu a compris ces messages. La population du Nord Kivu a soutenu sérieusement nos forces armées pour qu'elles puissent bouter dehors à tous les niveaux. Mais la population du Nord Kivu et de Rutshuru particulièrement a payé les plus forts. Pas plus tard qu'avant-hier, dans l'ère des bandades, les éléments du M23 ont commis encore des crimes. Vous avez entendu comment ils ont largué des bombes à Bunagana et à Tchenguerero, tuant de paisibles populations civiles qui étaient au marché et qui n'avaient aucune arme. Et je crois que nous devons honorer la mémoire de ces populations. Quand on dit 6 millions de populations ont péri dans cette guerre récurrente, je crois que 4 millions peuvent provenir de Rutshuru. Parce que toutes les guerres ont été concentrées à Rutshuru et les populations de Rutshuru ont payé les prix forts. Il faudrait donc aujourd'hui, quand j'entends des personnes faire des récriminations sur un plan Marshall éventuel du Nord Kivu pour mettre ces populations au même niveau que les autres, qui trouvent que cela était un prémisse du plan de balkanisation, je crois qu'ils ont tort. Ces populations ont trop souffert, elles méritent qu'il y ait un minimum de considération vis-à-vis d'eux. Ils méritent qu'ils puissent avoir des routes comme on en voit aujourd'hui à Kinshasa. Ils méritent que les enfants de Rutshuru aillent dans les mêmes écoles. Vous pouvez imaginer combien de générations ne sont plus allées à l'école à Rutshuru à cause des guerres récurrentes. Parce que les parents sont obligés d'aller dans des camps déplacés. Est-ce qu'on peut scolariser un enfant dans un camp déplacé? Avec quels moyens? Monsieur François Nzekouye, partant ou se faisant, Rutshuru et tous les environs peut être considérés comme désormais zone sinistrée? Absolument, et j'ai salué l'initiative du gouverneur de la province, Julien Paluku, qui a enlevé toutes les barrières entre la ville de Goma et Rutshuru pour faciliter les déplacements des populations et des biens. Parce que ces personnes n'avaient plus rien. Les commerçants de Rutshuru n'avaient plus rien parce que chaque soir, c'était les lieux d'approvisionnement gratuit des éléments du M23. Et donc, il faut aller encourager tout ce monde-là. Et il faut aller bien au-delà. Il faut donner des moyens pour que les populations reprennent des activités rentables. Il faut organiser les populations, les regrouper pour qu'ils puissent bénéficier d'un minimum des biens sociaux. Mais surtout remettre les populations dans leurs activités champêtres. Alors partant, est-ce que la décision du gouverneur de la province, si vous le citez, a été bien accueillie, Rutshuru sans armes et Rutshuru sans taxes? Absolument, la population de Rutshuru l'a bien accueilli et il faut faire un tour pour voir le nombre de véhicules qui circulent matin et soir. Et donc, c'est vous dire que la population elle est reconnaissante face à cette décision parce que vous allez payer les taxes avec quoi? Vous venez d'une guerre de 2 ans. Ce n'était que justice de les faire. Mais je crois que le mieux à faire encore, c'est qu'effectivement on dote de ces populations de moyens pour reprendre des activités rentables
pour leur permettre de contribuer dans la caisse de l'État. On ne peut pas asphyxier non plus l'État. L'État a besoin de moyens pour que l'administration provinciale et l'administration nationale puissent continuer à s'occuper de tous les territoires. Il faut que chacun des citoyens contribue. Et pour que nous puissions contribuer... Donc, quand vous parlez comme ça, vous craignez une déflation? Oui, ça c'est clair. Le gouvernement provincial va perdre somme des recettes. Mais de toutes les façons, dès lors qu'ils ne les percevaient pas, parce que les M23 a occupé le territoire pendant 2 ans, et donc il y a un certain équilibre. Mais il ne faudrait pas que ça traîne pendant longtemps. Mon souci à moi, c'est que effectivement, pendant les 3 mois, en même temps qu'on a fait un embargo, si je peux ainsi le dire, sur les taxes, il faut en même temps donner les moyens aux gens de reprendre les activités et d'être à mesure de payer les taxes. C'est une mesure transitoire, provisoire aujourd'hui, mais qui ne pourra pas se pérenniser. Du genre, aujourd'hui par exemple, de réunir tous les commerçants de Rutshuru et leur dire, écoutez, on vous donne un crédit pour reprendre vos activités. Du genre, organiser toutes les activités des cafés de Rutshuru pour dire, bon voilà, c'est une activité qui est rentable, on vous donne un financement pour reprendre à la saison prochaine des plus grands espaces culturels. C'est dire aux populations qui cultivent les haricots, les maniocs, les maïs dans le territoire de Rutshuru, on vous donne un crédit pour acheter des semences améliorées et on vous permet d'avoir la possibilité de vous regrouper avec quelques engins pour faire les labours des vos terres. Donc tous les mécanismes tendant à permettre à la population d'accroître sa production sont les bienvenus, mais très particulièrement refaire toutes les routes de recettes agricoles. Et vous regardez de quel côté? Nous regardons de tous côtés. Nous regardons d'abord le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République, nous saluons le travail qu'a entamé le gouvernement Matata en mobilisant chaque année un fonds pour la période culturelle, pour la campagne agricole. Il faudrait effectivement que ces moyens-là puissent être donnés aux personnes qui font de l'agriculture. Mais en même temps, comme c'est pour l'agriculture veut dire aussi développement rural. Il faut donc que l'on puisse aider ces populations à accéder non seulement à leurs champs, mais aussi aux débouchés. C'est-à-dire, ils les récoltent, les produits, ils sont capables de les évacuer vers les centres de consommation. Et cela exige que les routes de recettes agricoles soient réaménagées. Et dans le territoire de Rutshuru, je dois vous dire que les routes sont dans un état catastrophique. Pour faire 112 km entre la ville de Goma et Rutshuru centre, à l'époque on les faisait en 1 heure et demie. Aujourd'hui on doit les faire en 3 ou 4 heures. Donc il faut vraiment que ces routes-là soient réaménagées. Et si on peut pratiquer la route de Goma jusqu'à Rutshuru centre, il n'en est pas vrai pour la route Rutshuru centre jusqu'à Kanyabayonga. Là la situation est beaucoup plus grave. Et les routes qui interconnectent les différents groupements et les différentes chefferies entre Bouicha et Bouito et entre différents villages au sein des différents groupements sont dans un état catastrophique. Donc je crois que les gouvernements, la Banque mondiale qui a c'est $1 milliard pour le projet intégrateur doit penser comment réhabiliter ces infrastructures dans le territoire de Rutshuru, de Nyiragongo, mais dans d'autres territoires aussi de la République. Il ne faudrait pas croire qu'on va privilégier un petit coin de la République en oubliant les autres. Toutes les organisations internationales qui disent récolter des fonds au niveau international pour la RDC doivent cesser avec les mauvaises habitudes de garder 80% pour les frais de gestion et de ne jeter que des miettes à la population en disant qu'ils ont aidé les Congos. Il faut vraiment qu'un travail soit fait avec le ministère du Plan, avec le gouvernement de la République pour établir les réels besoins des populations de l'Est et que ces ONG passent par le ministère du Plan pour regarder les priorités définies par le gouvernement et assister le gouvernement de cette manière-là. Pourquoi pas, au lieu de nous amener autant d'expatriés qui viennent faire du tourisme au Congo, donner ces moyens récoltés au gouvernement pour que le gouvernement puisse s'en servir pour aider la population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui gouverne, un gouvernement qui s'est engagé dans la transparence, un gouvernement qui s'est engagé dans la modernisation du pays. Nous devons de plus en plus lui faire confiance. Nous ne sommes plus à l'époque de non-État où les ONG pouvaient se substituer à l'État. Donc j'ai fait un appel à toutes ces organisations, à tous ces pays, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, les Chinois, les Japonais qui ont beaucoup de fonds pour l'aide au développement, dépassés dorénavant par le gouvernement pour pouvoir le faire. Il faut un véritable plan Marshall pour sauver, pour permettre à la province du Nord Kivu de rebondir? Absolument, d'autant plus que nous savons que ces dividendes profiteront à toute la nation. Je vous ai dit que, vous vous rappelez du reste, à l'époque du maréchal Mobutu, combien de cargos
décoller de Kinshasa via Mbujimayi pour Kinshasa, ou d'autres qui allaient vers Lubumbashi ou Kisangani, et qui nourrissaient tous les Congos de produits frais. Vous vous rappelez des petits pois verts qui venaient des Massissi et qui mélangés aux pommes de terre faisaient le bonheur des Quinois, mais qu'on ne voit plus. Donc le plan Marshall pour le Nord Kivu, c'était un plan Marshall pour la RDC. Parce que les jours où le Nord Kivu redevient le grenier de la République, on cesse d'importer les chanchards, on cesse d'importer les haricots, on cesse d'importer la pomme de terre de l'Afrique du Sud. Et donc c'est un bien pour nous tous. Il faut qu'on le considère positivement, non une discrimination positive vis-à-vis d'un groupe au détriment des autres, mais un plan qui va permettre à ce que, en choisissant le Nord Kivu comme un territoire essentiellement agricole qui a nourri par le passé, qui peut nourrir aujourd'hui et dans l'avenir, que l'on puisse les considérer dans le plan global de l'intégration ou de l'arrêt de l'extraversion de notre économie, en se disant, par rapport à tout ce que nous importions de l'extérieur, nous pouvons le produire par exemple du Nord Kivu, mais on peut le produire aussi par les Bas-Congo ou par les Katanga. Alors le Nord Kivu pacifié, avec les populations qui retrouvent le sourire, qui riment désormais l'ère de la paix. Est-ce que l'autorité de l'État devient ipso facto effective? Comment vous avez vécu ça sur le terrain? Absolument, j'avais une petite crainte, je dois vous l'avouer. Quand je suis arrivé, ou avant d'arriver à Goma, j'ai dû appeler le ministre de l'Intérieur et le gouverneur pour lui dire est-il possible de dire à l'inspecteur provincial de me doter de quelques éléments pour ma sécurité, parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Ce qui a été fait du reste, j'ai dû bénéficier d'une assistance d'à peu près 8 éléments de la police pour m'accompagner, mais j'étais heureux de me rendre compte à chaque escale que les éléments de la police étaient déjà là, installés. Et arrivé à Rutshuru Centre, j'ai vu les commandements que j'ai connus avant les élections déjà installés. C'est vous dire que... C'est-à-dire que la police, dès qu'on récupérait un espace, on envoyait les éléments de la police pour pouvoir sécuriser la population. Ce n'est pas l'armée qui gère la population. L'armée est là pour les combats. Et l'administrateur du territoire et son adjoint sont déjà à Rutshuru. Et les chefs de groupement... Ce qui était dégommé par le M23. Voilà. Donc toute l'administration... Ils ont repris leur poste d'attache. Et sont en train de travailler. Je les ai vus dans leur bureau en train de travailler. C'est-à-dire que l'autorité de l'État a été réinstallée. Ce qui était installé très vite. Très vite. Et c'est là que nous devons saluer absolument les présidents de la République et les gouvernements, tant national que provincial, qui ont diligenté tout de suite tous les moyens pour que la population soit bien encadrée. On a vu le gouverneur de la province aussi, qui est descendu à Kiwanja, puis à Bunagana, et avec la liesse de la population qui l'a accompagné, pour vous dire que la population n'attendait que ça. La population du Nord Kivu n'est pas dans les plans de la balkanisation du Congo. Ceux qui ont tendance à pointer la population du Nord Kivu pour dire c'est votre problème avec les Rwandais ont tort. Le malheur de la population du Nord Kivu, c'est d'être voisin à ces personnes-là. Et si l'agression était venue de l'Angola, je crois qu'on pointerait les populations du Bas-Congo et du Bas-Nounou pour dire qu'ils sont complices de l'Angola. Ou si l'agression venait de la Centrafrique, on dira que c'est les populations de la province orientale et de l'Équateur qui sont complices. Les populations n'ont jamais été complices avec l'étranger. Ce sont des populations qui croient à l'unité du Congo et qui l'ont démontré à chaque instant avec les malheurs d'être voisins des pays qui convoitent ou qui sont dans les plans de la vacation du Congo. Est-ce qu'ils ont senti, les populations des Rutshuru et des environs, la solidarité des restes des populations congolaises? Absolument, ils l'ont salué et ils nous l'ont dit. Ils ont dit, nous suivons Télé 50, c'est une des chaînes locales, la RDC, toutes les chaînes qui sont sous satellite et qui sont captées à Rutshuru sont suivis même pendant la période du M23. Les éléments du M23 même suivaient tout ce que nous leur disions. Et on m'a raconté une anecdote où quelqu'un est allé dénoncer une personne qui collaborait avec moi pour dire non, il faut arrêter ces messieurs, ils collaborent avec l'honorable Nzekouye. Et les éléments du M23 ont dit ces messieurs-là étaient messieurs respectables. Nous sommes en désaccord de vision avec lui, mais nous les respectons.
C'est vous dire qu'ils nous suivent, ces gens de personnes. Et la population, je disais, de Rutshuru suivait toutes les manifestations de joie. La messe qui a été dite samedi, presque sur toute l'année de la République du Congo, a été suivie avec bonheur par la population de Rutshuru et de Nyiragongo qui a senti cette solidarité. Et les marches qui ont été organisées par le passé contre les M23, la population de Rutshuru saluait cela régulièrement. J'ai amené, je peux le dire, un jeu des vareuses et des ballons qui m'ont été donnés par un ami qui est originaire du Bandundu. Je leur ai dit, ils ont été émus de dire voilà la solidarité. Une façon pour l'élu de communier avec ses électeurs. Voilà. Oui. Et donc c'est vous dire qu'ils ont organisé une série d'activités comme je voulais vous le dire au début. Et donc à Goma, j'ai acheté un lot de matelas médicaux avec des housses appropriées pour les centres médicaux, parce que tous les centres ont été pillés, tous les matelas servaient de matelas pour les éléments du M23. Et donc, tous les centres pratiquement n'avaient plus de matelas. Et j'en ai amené à un certain nombre d'endroits où je suis passé, à Rugari, à Buvunga, à Biruma, à Kabaya, et des cartons de médicaments essentiels. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui tomberait malade de la malaria n'avait pas de médicaments dans le centre de santé. J'en ai amené, en tout cas, un carton pour chaque centre. C'est insignifiant. Mais à Rutshuru, j'ai organisé un match où il y avait un trophée pour la libération de Rutshuru. Et l'équipe gagnante a eu une moto neuve comme un petit appui pour ces équipes, pour pouvoir se prendre en charge. Vous savez qu'une moto, voilà, de Rutshuru. Une moto à Rutshuru, c'est un moyen de production. C'est un moyen de transport pour beaucoup de gens. Quand vous allez dans la ville de Goma, vous voyez combien de motos circulent. Et on m'a dit, le versement journalier est de 15 $. Vous comprenez qu'une équipe de football à Rutshuru qui peut avoir 15 $ chaque jour, ça peut lui permettre de se déplacer, d'aller dans les compétitions. Et la deuxième équipe qui était perdante a une enveloppe, et toutes les équipes de Rutshuru ont une petite enveloppe pour les soutenir. C'est pour dire que d'abord nous sommes jeunes nous-mêmes, nous encourageons la jeunesse sans préjudicier les personnes de troisième âge et les femmes. On a offert des pagnes aux femmes des militaires parce qu'on ne sait pas collaborer avec l'armée. Les femmes des militaires sont des civils, pour leur dire merci pour le travail que vos maris ont fait, pour les brimades, les sacrifices que vous avez consentis, parce que vos maris étaient au front. La femme de chaque militaire a bénéficié d'un pagne en signe de reconnaissance. C'est symbolique, des gestes symboliques de solidarité. On attend que les gouvernements maintenant viennent avec des moyens substantiels. D'accord, Monsieur François Zécouillet, des gestes comme ça, à féliciter de solidarité de votre part vis-à-vis de vos électeurs. Mais quelles sont les urgences, les priorités après la pacification qui commence de Rutshuru? Ils entendent quoi, les populations du coin, de la part du gouvernement de la République? Les populations de Rutshuru attendent, de mon point de vue, 5 choses. La première chose, c'est la réhabilitation des centres de santé et leur équipement. La deuxième chose, c'est la réhabilitation des écoles et des fournitures pour les enfants. La troisième chose, c'est la réhabilitation des voies de communication, essentiellement la route. Et je vous ai bien dit, la route des dessertes agricoles, essentiellement. La quatrième chose que la population attend, c'est qu'on puisse donner des petits fonds pour reprendre la vie. 2 ans de brimade sans activité, c'est trop. Et donc les faire de manière sectorielle, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs puissent bénéficier d'un petit appui pour redémarrer. Et la dernière chose que j'aurais pu dire être la première, c'est une paix permanente, une paix durable, parce que sans la paix, il n'y a aucun développement. Sans la paix, il n'y a aucune activité. Donc, les renforcements de la pacification des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et d'autres territoires massifs qui sont encore aussi dans une certaine turbulence. Ce n'est pas avec les M23, mais il y a des maïmaï de toutes sortes. Quand vous allez vers Lubero, Beni, Butembo, la situation n'est pas non plus meilleure. Et donc, toute la province du Nord Kivu a des besoins, et ces besoins, je vais les résumer en 5. Si ces besoins sont remplis de façon rapide, la population de Rutshuru, du Nord Kivu en général, va dire encore une fois merci. Parce que la population de Rutshuru dit déjà merci
pour cette libération fait de la belle manière par les FARDC, fait de la belle manière par les commandants suprêmes. Parce que j'ai entendu des gens dans les médias ici qui félicitaient les FARDC en disant que quand l'armée est bien encadrée, elle fait des prouesses, mais ne veut pas féliciter ceux qui encadrent l'armée. C'est leur point de vue, nous n'allons pas entrer dans la polémique. Alors, Monsieur François, vous parlez des paix durables qui réclament désormais les populations retourées des environs, et ça passe par quoi? Ça passe d'abord du point de vue budgétaire. Nous attendons examiner les budgets 2014 à l'Assemblée nationale. Il faudrait que l'on augmente davantage les moyens alloués à notre armée. Il faudrait que les soldes du militaire augmentent pour les motiver, parce qu'ils sont déjà motivés dans la situation où ils sont. Non pas par l'argent, ils sont motivés par l'envie de sauver la nation. Parce que notre nation a été critiquée. On nous a considérés comme petits. Comme petits parce que des petits pays pouvaient marcher sur nous sans que nous puissions broncher. Et ça a révolté nos militaires. Ils se sont dit, au prix de notre sang, même pas avec un seul franc à la poche, nous allons combattre. Mais nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ces éléments des forces armées de la République et leur donner les moyens qu'il faut. Ils doivent être équipés, ils doivent être modernisés. J'ai vu des équipements modernes. Je les ai vus. Et il faut en augmenter davantage. Et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que je vous ai dit, un dialogue sincère avec nos voisins. Nous devons nous asseoir sur la même table avec Kagame, peu importe son arrogance. Nous devons nous asseoir sur la même table avec Museveni. Nous devons nous asseoir sur la même table avec les autres, pour que nous nous disions les yeux dans les yeux. Museveni, que voulez-vous du Congo? Kagame, que voulez-vous du Congo? Et dites-les en haute voix, en haute et intelligible voix, pour que nous vous entendions, que le peuple congolais vous entende et que l'humanité entière vous entende. Et qu'on en débatte en toute liberté pour qu'on sache quelles sont les voies et moyens pour vous aider. Parce que nous savons que vous êtes pauvres. Nous savons que vous avez besoin de notre coltan pour vous enrichir illégalement. Mais on n'interdit pas aux entreprises rwandaises de venir. Partager d'une certaine manière. Nous ne disons pas, nous les partageons avec qui les veut. Nous les partageons avec qui les veut. Non, simpliste, nous devons être sincères. Quand Tenke Funguru Mining produit des minéraux au Congo, il les exporte. Les dividendes vont où? Aux États-Unis, n'est-ce pas? Quand Bandro Mining produit au Kivu et qu'il fait des dividendes, les dividendes vont au Canada. Quand Metorex avec Roashi Mining produit avant qu'il ne soit vendu aux Chinois, les dividendes allaient en Afrique du Sud, maintenant ils iront en Chine. Et donc nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un monde ouvert et que chacun peut gagner. Mais gagner dans la légalité, que l'État perçoive ses taxes, que les Congolais puissent trouver de l'emploi à travers ces grandes sociétés et qu'on accorde une sous-traitance aux Congolais pour qu'on crée une classe moyenne. C'est tout ce qu'on demande. Mais on n'interdit pas, avant de réagir, on n'interdit donc pas aux entreprises rwandaises qui ont des capitaux, qui voudraient bien investir au Congo, on ne les interdit pas. Qu'ils viennent prendre les quotas légalement, qu'ils les achètent au prix du marché et qui paient les taxes à la plus continue du Congo. Personne ne verrait d'un mauvais œil qu'une entreprise rwandaise tire des dividendes et qui s'en profite au Rwanda. Dans un futur immédiat ou à l'avenir, quelles seraient les garanties qui donneraient à la République démocratique du Congo, tous ces États enviés qui convoitisent toujours nos richesses, pour un dialogue franc, sincère? Beaucoup de Congolais doutent de la sincérité du Rwanda et dans une moindre mesure de l'Ouganda. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il faut négocier en position de force. Les M23, nous sommes allés à Kampala, ils ont mis des exigences inimaginables du genre gérer l'Est du pays pendant 5 ans renouvelables, n'est-ce pas? Oui. Ils ont dit qu'on intègre dans l'armée tous les bandits, y compris ceux qui sont recherchés par des cours internationales et congolaises. Ils ont exigé même de l'argent. Mais nous leur avons dit, nous ne sommes pas prêts à accepter ce genre de revendications. Ils ont repris les armes, ils ont tapé sur nous à Kaunga et à Kibumba, nous avons généralisé la guerre. Avant-hier, ils disaient, nous faisons une cessation de la guerre unilatérale. Nous leur avons dit, nous n'en voulons pas.
À quel moment ont-ils décidé d'arrêter les mouvements armés? C'est quand nous les avons pilonnés sur Tchanzu et Runyoni et qui n'avaient plus d'autre choix que de disparaître. Nous devons faire la même chose avec le Rwanda, nous devons faire la même chose avec l'Ouganda. Nous devons démontrer au Rwanda et au Ouganda que nous avons une force face à laquelle ils ne peuvent rien. Attendez, les enjeux de ces dialogues auxquels vous appelez, dans un futur proche, j'imagine, les enjeux sont possibles d'aboutir de manière sincère dans la mesure où désormais les rapports des forces a changé? Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, les rapports de force ont changé. Sur le plan militaire, pour commencer. Sur tous les plans. D'abord sur le plan militaire. Vous savez que la population rwandaise est tout au plus de 4 millions d'habitants. Nous sommes 70 millions d'habitants. Supposons aujourd'hui que nous disions, tous nos jeunes, avant d'aller à l'université, faites une formation militaire. Vous devenez des réservistes. Comme en Israël. Et que nous disions aujourd'hui, nous envahissons le Rwanda. Et que, comme nous sommes 70 millions, vous divisez par 4 millions, ça fait combien? Nous aurons 10 Congolais pour un Rwandais. Et qu'on doit se battre même à main nue. Est-ce que le Rwanda peut résister? Ça, c'est du point de vue numérique. Du point de vue militaire, ce qui provient aussi du niveau économique. Vous croyez que le budget du Rwanda peut lui permettre de s'armer mieux que nous? Si nous décidons de mettre 10% de notre budget dans l'armement, quel est le budget du Rwanda aujourd'hui pour qu'ils disent qu'ils peuvent en faire autant? Ils produisent quoi pour pouvoir disposer d'un armement meilleur que nous? Ils sont devenus producteurs de l'or, du coltan. Oui, puiser dans quel trou à Rwengeri ou à Tchangougou? Non. En avoir sous les sous-sols. Donc, économiquement, nous pouvons avoir une armée, et je dois vous dire, nous l'avons déjà, une armée plus forte que l'armée rwandaise du point de vue équipement, du point de vue hommes et du point de vue organisation. Mais diplomatiquement, nous avons réussi à démontrer aujourd'hui. Attendez, quand les Congolais vous regardent comme ça, faire des affirmations comme ça, c'est parce que vous venez du terrain, vous venez sur place. Je sais ce dont je parle. Vous dites ce que vous avez vécu, Je vous dis ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je ne peux pas vous donner des détails parce qu'il s'agit des questions de défense. Tout à fait. Mais si je bombe le torse aujourd'hui, c'est parce que je vous dis ce que j'ai vu, je vous dis ce que je sais. Le Rwanda ne peut pas résister 10 jours face à la force de frappe de la RDC. Et nous sommes un peuple pacifique. Nous attendons d'être agressés pour réagir. Et cette position, cette volonté à dialoguer que nous avons démontrée diplomatiquement aux yeux du monde, nous a élevés à un niveau de loin supérieur au Rwanda. Vous savez que les gouvernements américains et britanniques les ont soutenus pendant des années sous prétexte d'être un peuple victime de génocide. Mais aujourd'hui, l'Amérique et la Grande-Bretagne ont compris que finalement c'est la RDC qui avait raison. Que de tout temps la RDC avait raison du reste. Parce que les personnes qu'on dit être génocidaires ne sont venues au Congo que par la volonté de la communauté internationale et contre les gré de la RDC. Et que 20 ans plus tard, bon Dieu, combien de ces personnes dites génocidaires sont encore en vie? Combien de ceux qui sont dans les FDLR aujourd'hui par la force, parce qu'ils sont fils de personnes qui ont traversé la frontière, sont-ils responsables des actes de leurs parents? En vertu de quoi Kagame persiste à ne pas vouloir dialoguer avec ces gens qui militairement ne valent plus rien en réalité, qui ont été dirigés par Kagame depuis 97 quand l'AFDL a pris l'Est, et leur mission était d'éradiquer ces gens-là. Quand par la suite ils ne sont pas mis d'accord avec Mzee et qu'ils ont créé les RCD, ils ont géré cette partie du territoire pendant à peu près 4 ans. N'avaient-ils pas la force d'éradiquer les FDLR? Maintenant avec les M23 qui ont contrôlé le territoire de Rutshuru, une partie du territoire de Massissi, ne pouvaient-ils pas faire des incursions au lieu de se battre contre les FARDC, aller vers les FDLR? Donc ce sont des prétextes qui ne passent plus au niveau international et nous l'avons suffisamment dit et nous sommes compris. Du point de vue politique, le peuple congolais est uni face à l'agression. J'ai été heureux d'entendre encore un opposant dans sa dernière prestation sur les filles dire que face à la guerre,
il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. C'est une très belle révélation. Et aux concertations, nous nous sommes mis d'accord. Et quand nous entendons ces genres de points de vue des personnes qui ont refusé les concertations, ça veut dire finalement nous avons l'inclusivité face à l'agression. Donc politiquement nous avons réussi, diplomatiquement nous avons réussi, et militairement nous avons réussi. Et donc aujourd'hui, si nous devons dialoguer avec le Rwanda sur ces questions d'intérêts économiques et avec l'Ouganda, nous leur dirons, si on ne se met pas d'accord avec vous, de toutes les façons, vous n'avez rien à nous faire. Nous n'avons pas peur de vous. Qu'est-ce qu'on pense à Rutshuru dans les environs de ces marches organisées notamment par les femmes à Kinshasa, à Kisangani et ailleurs, puisque vous parlez dialogue, qui disent que Kampala est désormais sans objet? Non, je crois que et la personne de Rutshuru et moi-même, je ne suis pas de cet avis. Je pense que nous devons éviter de créer de nouveaux maïmaï. Aujourd'hui, nous ne savons pas combien d'éléments d'IM23 sont dans la nature. On vous a dit que beaucoup se sont réfugiés dans le parc Virunga. Et donc peuvent devenir des terroristes demain. Ils peuvent devenir des coupe-routes. Ils peuvent devenir des gens qui agressent les passants. Donc aujourd'hui, il faut absolument que nous continuions avec Kampala pour que nous puissions faire l'inventaire de cette guerre. Pour que nous disions M23, il vous reste combien de personnes combattantes. Pour que nous sachions combien de personnes vous avez recruté des forces qui doivent démobiliser et réinsérer. Que nous sachions combien d'entre vous sont prêts à s'engager dans une vision politique. Parce que la démocratie exige la liberté de tout le monde, sauf les criminels bien évidemment. Donc des personnes civiles au M23 qui n'ont pas commis des crimes de guerre, qui ne sont poursuivis que pour faire des guerres, peuvent être amnistiés et réintégrer la communauté. Nous devons arriver à penser les plaies. Nous devons considérer, comme je l'ai dit, que ces gens-là sont enfants prodigues, ils doivent demander pardon pour intégrer dans la famille Congo. Mais que nous ne devons surtout pas accepter que nous laissions des Congolais dans une situation incontrôlée et qui peuvent devenir des terroristes et qui font du mal à la République. Alors on va vers la fin de l'émission, il nous reste à peine 5 minutes pour mettre un terme définitif. Monsieur François Zekouye, la position du gouvernement de la République qui a suivi l'annonce, la déclaration faite par les M23 qui met fin à sa rébellion, mais espère un accord politique avec le gouvernement de la République. Le gouvernement réagit par la bouche de son porte-parole qu'un accord n'est plus d'actualité. Kampala va aboutir à une déclaration. Oui, absolument. Accord avec qui? Il n'y a pas d'accord possible parce que nous leur avons dit que nous ne sommes pas allés à Kampala pour signer des accords avec vous. Nous sommes allés à Kampala pour vous dire que nous avons respecté l'accord du 23 mars 2009. Nous sommes allés à Kampala pour vous dire que vous n'avez pas de raison de prendre les armes contre vos frères et que vous devez déposer les armes et vous engager dans une voie politique. Donc le gouvernement va faire les décomptes pour dire voilà, au 23 il y avait 1700 personnes qui portaient les armes, il en reste autant. Qu'est-ce que nous en faisons en tant que République démocratique du Congo? Il y avait autant de civils qui étaient responsables du M23, qui sont coupables de quoi? Qui doivent être jugés? Ils seront jugés. Et après leur jugement, après avoir purgé leur peine, ils peuvent s'installer dans une vie civile normale. On ne va pas les empêcher cela. Mais il n'est pas question de signer un accord avec eux comme si aujourd'hui ils représentent encore un danger pour la République. Ils sont finis, leur aventure est au passé, et donc tout ce qu'ils peuvent faire, je vous l'ai dit dès le début, c'est demander pardon comme un enfant prodigue qui est allé manger avec les cochons les patates et qui se rend compte qu'il peut trouver mieux dans son pays. C'est cela en fait ce qu'on attend de ces éléments du M23. Demander pardon pour le mal qu'ils ont fait à la nation congolaise, qu'ils ont fait à leurs frères, à leur famille, mais il n'est pas question d'avoir des exigences encore aujourd'hui. Il n'y a aucune exigence qui peut être entendue du M23 aujourd'hui, parce que les moments où on était prêt à les écouter, ils ont fait la sourde oreille, ils ont préféré la voix des armes. La voix des armes a parlé, et aujourd'hui ils sont à genoux, ils ne peuvent que demander pardon pour que la nation congolaise les pardonne et les réintègre chacun de la manière qui soit la plus appropriée
tenant compte des besoins de la République. Alors pour sa part, la communauté internationale, les Nations Unies, par la bouche de Madame Mary Robinson, envoyée spéciale dans la région des Grands Lacs du secrétaire général des Nations Unies, appelle à la signature d'un accord des principes. Vous y comprenez quoi? En fait, dès le début, j'ai eu du mal à comprendre cette bonne dame. Je crois qu'elle a souvent soufflé le chaud et le froid, je ne sais pour quelle raison. Mais je crois aujourd'hui que si Mme Robinson, en tant qu'envoyée spéciale du secrétaire des Nations Unies, est venue aider les Congos, il doit comprendre quels sont les besoins des Congos. Nous ne sommes pas prêts à accepter une injonction des Nations Unies qui ne cadre pas avec nos intérêts. Si je vous ai dit quelle est notre vision sur cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, les M23, en faisant sa déclaration de fin de rébellion, a compris en retard la voie de la raison et ils doivent maintenant se soumettre à nos conditions. C'est nous qui fixerons les conditions de réintégration de certains d'entre eux. C'est nous qui jugerons les civils qui ont travaillé avec eux. Sont-ils libres de toute poursuite ou doivent-ils être poursuivis? Est-ce qu'il y a des éléments du M23 qui doivent être réintégrés dans l'armée? Lesquels militairement ont commis des crimes de guerre et des crimes d'humanité, après enquête, seront-ils jugés et bénéficieront d'une assistance judiciaire équitable? Il revient maintenant à la République démocratique du Congo d'en décider. Il ne revient pas à Mary Robinson, il ne revient pas à Feingold, il ne revient pas à l'autre, j'ai oublié son nom. Donc c'est la République démocratique du Congo qui va décider aujourd'hui de la suite. Parce que aujourd'hui c'est une victoire de la RDC, avec l'appui bien sûr des Nations Unies à travers les fils de l'Afrique, les Tanzaniens qui se sont battus vaillamment, les Sud-Africains et, comme je vous l'ai dit, avec une moindre mesure, les Malawites qu'on a à peine vus à Goma. Et donc aujourd'hui nous devons être fiers de l'Afrique. Nous devons nous dire l'Afrique se réveille, nous devons être fiers de la République démocratique du Congo, nous devons être fiers du commandant des forces armées qui a démontré dans son silence légendaire que quand les gens croyaient qu'il copinait avec le Rwanda, il était en train de travailler pour renforcer notre armée, qu'il était en train de trouver les meilleures solutions pour notre diplomatie et il a organisé un forum qui a fait date et qui a pris des résolutions qui vont aider les pays à aller de l'avant. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Nous avons un pays dont nous devons être fiers, un pays qui gagne des guerres, un pays qui est capable de se sécuriser pour que nous puissions dans la paix aller de l'avant pour l'émergence d'un Congo que nous attendons pour très bientôt. Alors, victoire totale, pour paraphraser le porte-parole du gouvernement de la République sur les M23. Désormais, les sentiments généraux dans la province du Nord Kivu, d'où vous venez, fraîchement, honorable Françoise Écouillé, député élu du coin, que la province du Nord Kivu, en particulier, la RD Congo en général, sauvée de la balkanisation? Je crois que pour l'instant, nous pouvons dire oui. Mais nous devons être prudents. Nous devons être prudents parce que les malheurs du Congo se sont souvent faits avec les fils du Congo. Et nous devons faire en sorte que les Congolais considèrent qu'il a plus intérêt de travailler pour son pays que de travailler pour un pays étranger. Nous devons éviter qu'il y ait demain de nouveaux groupuscules soient instrumentalisés par le Rwanda et l'Ouganda. Parce que de toutes les façons, nous savons que le cœur de l'homme est difficile à gérer. Mais que nous devons être confiants dans la mesure où la République s'est engagée de façon irréversible vers la réforme de son armée pour en faire une armée dissuasive. Et donc, toute personne ou tout groupe de personnes qui s'engagera dans la voie de la balkanisation sera combattu par toute la nation congolaise. C'est cela notre espoir, c'est cela notre désir, c'est cela notre vœu, que les Congolais comprennent qu'il vaut mieux appartenir à un grand pays, Congo, qu'à un petit pays que certains veulent appeler la République du Volcan ou autre. Aujourd'hui, les Américains sont fiers d'appartenir à l'Amérique, les Chinois sont fiers d'appartenir à la Chine. Pourquoi, Congolais, devrons-nous être honteux d'appartenir à notre grand Congo? Nous devons être fiers et nous croyons qu'il y a de la place pour chacun dans ce grand Congo pour son développement individuel et pour le développement collectif de notre nation. Voilà,
Je peux considérer cette pensée, la dernière, comme conclusion de votre émission. Merci, Monsieur François Zekouye, d'être passé nous voir ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes, et à très bientôt. C'était un plaisir d'y être pour la première fois. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués, mais finalement,